admiration pour les bons auteurs de l'Antiquité durera toujours s'il est vrai que nous raisonnions mieux que les anciens. Mais ces grands hommes, dira-t-on, ne sont-ils pas exposés eux-mêmes à être dégradés? La vénération qu'on a pour les anciens ne pourrait-elle pas, en des temps plus éclairés que les temps qui ont bien voulu les admirer, se changer en une simple estime? Virgile ne court-il point hasard que sa réputation est la destinée de celle d'Aristote? L'Iliade n'est-elle point exposée à subir un jour le sort du système de Ptolémée, dont le monde est aujourd'hui désabusé? Nos critiques mettent les poèmes et les autres ouvrages à une épreuve où on ne les mit jamais. Ils en font des analyses suivant la méthode des géomètres, méthode si propre à découvrir les fautes échappées aux censeurs précédents. Les armes des anciens critiques n'étaient pas aussi acérées que celles des nôtres. Qu'on juge par l'état où sont aujourd'hui les sciences naturelles de combien notre siècle est déjà plus éclairé que les siècles de Platon, d'Auguste et de Léon X. La perfection où nous avons porté l'art de raisonner, qui nous a fait faire tant de découvertes dans les sciences naturelles, est une source féconde en nouvelles lumières. Elles se répandent déjà sur les belles lettres et elles en feront disparaître les vieux préjugés ainsi qu'elles les ont fait disparaître des sciences naturelles. Ces lumières se communiqueront encore aux différentes professions de la vie et déjà l'on en aperçoit le crépuscule dans toutes les conditions. Peut-être même que la génération qui suivra immédiatement la nôtre, frappée des fautes énormes d'Homère et de ses compagnons de fortune, les dédaignera ainsi qu'un homme devenu raisonnable dédaigne les contes puérils qui ont fait l'amusement de son enfance. Notre siècle peut être plus savant que les siècles illustres qui l'ont précédé, mais je nie que les esprits aient aujourd'hui, généralement parlant, plus de pénétration, plus de droiture et plus de justesse qu'ils n'en avaient dans ces siècles-là. Comme les hommes les plus doctes ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de sens, de même le siècle qui est le plus savant que les autres n'est pas point toujours le siècle le plus raisonnable. Or c'est du sens qu'il s'agit ici, puisqu'il s'agit de juger. Dans toutes les questions où les faits sont généralement connus, un homme ne juge pas mieux qu'un autre parce qu'il est plus savant que lui, mais parce qu'il a plus de sens, plus de justesse d'esprit. On ne prouvera point, certainement par la conduite, que les grands et les petits tiennent depuis 70 ans dans tous les États de l'Europe, où l'étude de ces sciences qui perfectionnent tant la raison humaine fleurit davantage, que les esprits y aient plus de droiture qu'ils n'en avaient dans les siècles précédents, et que les hommes y soient plus raisonnables que leurs ancêtres. Cette date de 70 ans qu'on donne pour époque à ce renouvellement prétendu des esprits est mal choisie. Je ne veux point entrer dans les détails odieux pour les États et pour les particuliers, et je me contenterai de dire que l'esprit philosophique qui rend les hommes si raisonnables, et pour ainsi dire si conséquents, fera bientôt d'une grande partie de l'Europe ce qu'en firent autrefois les Goths et les Vandales, supposés qu'ils continuent à faire les mêmes progrès qu'il a fait depuis 70 ans. Je vois les arts nécessaires négligés, les préjugés les plus utiles à la conservation de la société s'abolir, et les raisonnements spéculatifs préférés à la pratique. Nous nous conduisons sans égard pour l'expérience, le meilleur maître qu'est le genre humain, et nous avons l'imprudence d'agir comme si nous étions la première génération qui eût su raisonner. Le soin de la postérité est pleinement négligé. Toutes les dépenses que nos ancêtres ont faites en bâtiments et en meubles seraient perdues pour nous, et nous ne trouverions plus dans les forêts du bois pour bâtir, ni même pour nous chauffer, s'ils avaient été raisonnables de la manière dont nous le sommes. Que les royaumes et les républiques, dira-t-on, se mettent dans la nécessité de ruiner, ou leurs sujets qui leur auront prêté, ou le peuple qui soutient ces États par un travail qu'ils ne sauraient plus continuer dès qu'il est réduit dans l'indigence. Que les particuliers se gouvernent comme s'ils devaient avoir leurs ennemis pour héritiers, et que la génération présente se conduise comme si elle devait être le dernier rejeton du genre humain. Cela n'empêche pas que nous ne raisonnions mieux dans les sciences que n'ont fait tous les hommes qui nous ont précédés. Ils nous auront surpassés, si l'on peut se servir de cette expression, en raison pratique, mais nous les surpassons en raison spéculative. Qu'on juge de la supériorité d'esprit et de raison que nous avons sur les hommes des temps passés par l'état où sont aujourd'hui les sciences naturelles, et par l'état où elles étaient de leur temps. Il est vrai, répondrai-je, que les sciences naturelles dont on ne saurait faire un trop grand cas et dont on ne saurait trop honorer les dépositaires sont plus parfaites aujourd'hui qu'elles ne l'étaient du temps d'Auguste et du temps de Louis X, de Léon X. Mais cela ne vient point de ce que nous ayons plus de justesse dans l'esprit,
ni que nous sachions mieux raisonner que les hommes qui vivaient alors. Cela ne vient point de ce que les esprits aient été, pour ainsi dire, régénérés. L'unique cause de la perfection des sciences naturelles, ou pour parler avec précision, l'unique cause qui fait que ces sciences sont moins imparfaites aujourd'hui qu'elles ne l'étaient dans les temps antérieurs, c'est que nous savons plus de faits qu'on en savait alors. Le temps et le hasard nous ont fait faire depuis quelques siècles une infinité de découvertes, où je vais montrer que le raisonnement a eu très peu de part, et ces découvertes ont mis en évidence la fausseté de plusieurs dogmes philosophiques que nos prédécesseurs substituaient à la vérité, que les hommes n'étaient point capables de connaître avant ces découvertes. Voilà, suivant mon opinion, la solution du problème proposé si souvent. Pourquoi nos poètes et nos orateurs ne surpasseraient-ils pas ceux de l'Antiquité, comme il est constant que nos savants dans les connaissances naturelles surpassent les physiciens de l'Antiquité? Nous devons autant tout l'avantage que nous pouvons avoir sur les anciens dans les sciences naturelles. Il a mis en évidence plusieurs faits que les anciens ignoraient et auxquels il substituait des opinions fausses qui leur faisaient faire sans mauvais raisonnement. Le même avantage que le temps nous a donné sur les anciens, il le donnera sur nous à nos arrière-neveux. Il suffit qu'un siècle vienne après un autre pour raisonner mieux que lui dans les sciences naturelles, à moins qu'il ne soit arrivé dans la société un bouleversement assez grand pour éteindre au préjudice des petits-fils les lumières qu'avaient leurs ancêtres. Mais, dira-t-on, le raisonnement n'a-t-il pas contribué beaucoup à étendre les nouvelles découvertes? J'en tombe d'accord aussi, je ne nie point, que nous ne raisonnions avec justesse. Je nie seulement que nous raisonnions avec plus de justesse que les Grecs et les Romains, et je me contente de soutenir qu'ils auraient fait un aussi bon usage que nous des vérités capitales que le hasard nous a révélées, pour ainsi dire. S'il lui avait plu de leur découvrir ces vérités, je fonde ma supposition sur ce qu'ils ont raisonné aussi bien que nous sur toutes les choses dont ils ont pu avoir autant de connaissances que nous, et sur ce que nous ne raisonnons mieux qu'ils ne raisonnaient que dans les choses où nous sommes plus instruits qu'eux, soit par l'expérience, soit par la révélation, c'est-à-dire dans les sciences naturelles et dans les différentes parties de la théologie. Afin de prouver que nous raisonnons mieux que les anciens, il faudrait faire voir que c'est à la justesse du raisonnement et non point au hasard ou aux expériences fortuites que nous devons la connaissance des vérités que nous savons et qu'ils ignoraient. Mais loin qu'on puisse faire voir qu'on ait l'obligation de nouvelles découvertes à des philosophes qui soient parvenus aux vérités naturelles les plus importantes par des recherches méthodiques et par le secours de l'art si vanté d'enchaîner des conclusions, on peut prouver le contraire. On peut montrer que ces inventions et ces découvertes originales, pour ainsi dire, ne sont dues qu'au hasard et que nous en avons profité qu'en qualité de dernier venu. Premièrement, on ne me reprendra point de dénier aux philosophes et aux savants qui recherchent méthodiquement les secrets de la nature toutes les inventions dont ils ne sont pas reconnus les auteurs. Je puis refuser aux philosophes l'honneur de toutes les découvertes faites depuis 300 ans qui n'ont pas été publiées sous le nom de quelques savants. Comme ils écrivent, comme leurs amis écrivent aussi, le public est informé de leurs découvertes et on lui apprend bientôt à quel illustre il a l'obligation des moins importantes. Ainsi, si je puis refuser aux philosophes d'être des inventeurs des sas, des écluses, trouvés il y a 200 ans et qui n'ont non seulement d'une utilité infinie dans le commerce, mais qui ont encore donné lieu à tant de remarques sur la nature et sur la pente des eaux, je puis leur dénier d'être les inventeurs des moulins à eau et à vent, comme des horloges à poids et à balancier, qui ont tant aidé aux observations de tout genre, en donnant moyen de mesurer toujours le temps avec exactitude. Ce ne sont point eux non plus qui ont trouvé la poudre à canon, qui a donné lieu à tant d'observations sur la nature de l'air, ni plusieurs autres inventions dont on ne connaît pas certainement les auteurs, mais qui ont beaucoup contribué à perfectionner les sciences naturelles. Secondement, je puis alléguer des preuves positives de ma proposition. Je puis faire voir que les recherches méthodiques n'ont eu aucune part aux 4 découvertes qui ont le plus contribué à donner à notre siècle la supériorité qu'il peut y avoir sur les siècles antérieurs dans les sciences naturelles. Ces 4 découvertes, savoir la connaissance de la pesanteur de l'air, la boussole, l'imprimerie et les lunettes d'approche, sont dues à l'expérience et au hasard. L'imprimerie, cet art si favorable à l'avancement de toutes les sciences qui deviennent plus parfaites à mesure que les connaissances s'y multiplient,
fut trouvé dans le XVe siècle, et près de 200 ans avant que Descartes, qui passe pour le père de la nouvelle philosophie, eût fait part au public de ses méditations. On dispute sur le premier inventeur de l'imprimerie, mais personne n'en fait honneur à un philosophe. D'ailleurs, cet inventeur est venu en des temps où il pouvait savoir tout au plus l'art de raisonner tel qu'on l'enseignait alors dans les écoles, art que les philosophes modernes méprisent avec tant de hauteur. Il paraît que la boussole était connue dès le IIIe siècle, mais soit que Jean Goya, marinier de Melfi, ou qu'un autre plus ancien qui lui en ait trouvé l'usage, cet inventeur aura toujours été dans le même cas que l'inventeur de l'imprimerie. Que de lumière donne à ceux qui s'appliquent à la physique la connaissance de la propriété qu'a l'aimant de tourner toujours vers le pôle arctique, le même côté, et la connaissance de la vertu qu'il a de communiquer au fer cette propriété. D'ailleurs, dès que la boussole a été trouvée, il était nécessaire que l'art de la navigation se perfectionnât et que les Européens fissent un peu plus tôt ou un peu plus tard les découvertes qu'il était absolument impossible de faire sans un pareil secours et qu'ils ont faites depuis la fin du XVe siècle. Ces découvertes qui nous ont fait connaître l'Amérique et tant d'autres pays inconnus enrichissent la botanique, l'astronomie, la médecine, l'histoire des animaux, à un mot, toutes les sciences naturelles. Les Grecs et les Romains nous ont-ils donné lieu de croire qu'ils ne fussent point capables de distribuer en différentes classes et de subdiviser en genres les nouvelles plantes qu'on leur aurait apportées d'Amérique et des extrémités de l'Asie et de l'Afrique, ou de distribuer en constellations les étoiles voisines du pôle antarctique. Ce fut au commencement du XVIIe siècle que Jacques Métius d'Alcmaer trouva en cherchant autre chose les lunettes d'approche. Il semble que la destinée se soit plu à mortifier les philosophes modernes en faisant arriver le hasard qui a donné lieu à l'invention des lunettes de longue vue avant le temps qu'il marque pour l'époque du renouvellement des esprits. Depuis 80 ans que les esprits ont commencé à devenir si justes et si pénétrants, on n'a fait aucune découverte de l'importance de celle dont nous parlons. Les sources des connaissances naturelles cachées aux anciens se sont ouvertes avant le temps où l'on prétend que les sciences ont commencé d'acquérir la perfection qui fait tant d'honneur à ceux qui les ont cultivées. Jacques Messius, l'inventeur des lunettes d'approche, était fort ignorant au rapport de Descartes, qui a vécu longtemps dans la province où le fait dont il s'agit était arrivé, et qui le mit par écrit 30 ans après l'événement. Le hasard se plut à donner à Jacques Messius l'honneur de cette invention, qui seul a plus perfectionné les sciences naturelles que toutes les spéculations des philosophes, et cela préférablement à son père et à son frère, qui étaient de grands mathématiciens. Jacques Messius ne trouva point les lunettes de longue vue par aucune recherche méthodique, mais par une expérience fortuite. Il s'amusait à faire des verres à brûler. Rien n'était plus facile que de trouver les microscopes après l'invention des lunettes d'approche. Or, on peut avancer que c'est à l'aide de ces instruments qu'ont été faites les observations qui ont enrichi l'astronomie et l'histoire naturelle, et qui ont rendu ces sciences supérieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient autrefois. Ces instruments ont même part à beaucoup d'observations où l'on ne s'en sert point parce que ces observations n'auraient jamais été tentées si des observations précédentes, faites avec des instruments dont je parle, n'avaient donné l'idée de les tenter. Les effets d'une pareille découverte se multiplient à l'infini. Après qu'ils ont eu perfectionné l'astronomie a perfectionné d'autres sciences. Elle a perfectionné par exemple la géographie, en donnant les points de longitude certainement et presque aussi facilement qu'on pouvait avoir autrefois les points de latitude. Comme le progrès de l'expérience n'est pas subi, il a été nécessaire qu'il s'écoulât un espace de près de 80 ans depuis l'invention des lunettes de longue vue jusqu'au planisphère de l'observatoire et à la map monde de M. Delisle, les premières cartes où les points principaux du globe terrestre aient été placés dans leur véritable position. Quelque facilité physique que les lunettes d'approche, depuis que Galilée les eut appliquées à l'observation des astres, donnassent pour avoir la largeur de la mer Atlantique. Tous les géographes qui ont fait des cartes avant M. Delisle s'y sont trompés de plusieurs degrés. Il n'y a pas 50 ans que cette faute grossière sur la distance des côtes de l'Afrique et les côtes de l'Amérique méridionale, pays découvert depuis 200 ans, est corrigée. Il n'y a pas plus longtemps qu'on a rendu sa largeur véritable à l'océan, qui est entre l'Asie et l'Amérique, et qu'on appelle communément la mer du Sud. L'esprit philosophique et les physiciens spéculateurs ne faisaient point usage des faits,
il est venu un homme dont la profession était de faire des cartes et qui s'est servi utilement des expériences. Peut-être que les Grecs et les Romains eussent profité plus tôt que nous des lunettes de longue vue. Les distances et les positions des lieux qu'ils connaissaient et qui nous ont laissés mettent en droit de faire cette supposition. De Lille, qui a trouvé plus de fautes dans les géographes modernes que ceux-ci n'en reprochaient aux anciens, a montré que c'étaient les modernes qui se trompaient quand ils reprenaient les anciens sur la distance que les anciens avaient établie entre la Sicile et l'Afrique, comme sur quelque autre point de géographie. La dernière des découvertes qui ont tant contribué à enrichir les sciences naturelles est celle de la pesanteur de l'air. Cette découverte épargne à nos philosophes toutes les erreurs où sont tombés ceux qui l'ignoraient, en attribuant à l'horreur du vide les effets de la pesanteur de l'air. Elle a donné lieu encore à l'invention des baromètres et tous les autres instruments, machines, qui font leurs effets en vertu de la pesanteur de l'air et qui ont mis en évidence un si grand nombre de vérités physiques. Le célèbre Galilée avait bien remarqué que les pompes aspirantes élevaient l'eau jusqu'à la hauteur de 32 pieds, mais Galilée, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, et comme le feraient encore nos philosophes sans la découverte fortuite dont je vais parler, attribuait cette élévation de l'eau opposée au mouvement des corps graves à l'horreur du vide. En 1643, Torricelli, mécanicien du grand-duc Ferdinand II, remarqua en essayant de faire des expériences que lorsqu'un tuyau fermé par l'orifice supérieur et ouvert par l'orifice inférieur était tenu debout plongé dans un vaste plein de vif argent, le vif argent demeurait suspendu à une certaine hauteur dans ce tuyau et que le vif argent suspendu tombait tout entier dans le vase si l'on ouvrait le tuyau par son orifice supérieur. C'est la première expérience qui était